Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous retrouve pour un update lecture. Comme je vous l'annonçais sur YouTube, je vais faire une petite pause pour les carnets de lecture pendant ce mois de décembre. Et je vais plutôt vous proposer quelques vidéos annexes avec des thématiques particulières et un petit update lecture que je vous présente aujourd'hui. Dans cette update lecture, je vais donc vous parler de 5 romans et parmi ces 5 romans, vous aurez donc 3 comédies romantiques et 2 romans historiques. Et démarrons dès maintenant avec les comédies romantiques. Si vous n'êtes pas très fan de ce genre-là, je vous propose de passer directement à la partie roman historique, mais sinon restez par là, ça devrait vous plaire. Parmi ces 3 comédies romantiques, vous aurez donc 2 comédies de Noël et une comédie romantique plutôt hivernale qui n'est pas forcément liée à Noël. C'est la période, hein, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette update lecture maintenant, parce que si jamais vous avez besoin d'idées lecture pour le 24 et le 25 décembre, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. Et on commence tout de suite avec notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau, qui est un roman que j'ai énormément vu passer, notamment l'année dernière, mais je m'y étais jamais vraiment attardée, jusqu'à ce que je visionne une des vidéos de Doris, My Little Books 13, qui en a fait un retour très positif, et donc forcément ça m'a donné envie de le lire, donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Dans ce roman, nous faisons donc la connaissance de Blair, qui est l'assistante de direction l'assistante de direction assez excentrique d'ailleurs, d'une start-up Warm Me Up qui commercialise des doudounes assez originales, et c'est une start-up qui est implantée à Chicago. Et Samuel, le patron un peu loufoque de Blair, la missionne et lui demande d'organiser une Christmas party pour remercier l'intégralité de ses collaborateurs. Et pour ça, il lui demande de faire équipe avec Sony, qui est un organisateur d'événements qu'il a rencontré un peu par hasard lors de la soirée d'Halloween. Et donc Blair et Sony vont être contraints de faire équipe ensemble, et bien évidemment rien ne va se passer comme prévu. C'est une lecture que j'ai appréciée parce qu'on est dans un cadre assez déjanté. On est dans un cadre qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et en fait c'est une histoire haute en couleurs qui est vraiment, on va dire, poussée à son paroxysme grâce aux personnages, parce que les personnages sont vraiment, vraiment déjantés. Ce sont des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans ce type de roman, et on est assez loin des clichés des personnages des romances de Noël, vraiment. Blair, l'assistante de direction, elle est un peu rock'n'roll, elle a appris à se débrouiller toute seule très jeune. Elle a une vie pas forcément évidente, et elle a pas sa langue dans sa bouche, hein, clairement, elle mâche pas ses mots. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, et ça crée pas mal d'étincelles. À côté de ça, Sony, c'est un personnage qui est un jeune homme assez sensible, qui vit dans le même immeuble que sa mère. Enfin, sa mère habite juste en face de chez lui. Il accorde à sa maman d'ailleurs une place très très importante. Donc en fait, on est quand même très loin des clichés du bad boy, voilà, qu'on a un peu envie de détester dans les romances de Noël, machin. On est vraiment très loin de ça. Et ça fait du bien en fait de casser un peu les codes, et pour ça franchement bravo Émilie Parizeau, parce que bah, on s'y attend pas tout simplement. Et en plus de ça, vous avez également le personnage de Samuel qui malgré tout prend une place assez importante, et il a des demandes assez ahurissantes sur l'organisation de cette Christmas party. Et c'est très drôle, ça apporte vraiment une sacrée touche d'humour, et ça nous fait passer un très bon moment tout simplement. Donc une très bonne romance de Noël. Malgré tous ces points positifs, j'ai quand même regretté quelques longueurs et quelques redondances. On est sur une histoire d'amour qui certes se crée dans un décor et dans un univers très déjanté, mais qui reste sensiblement classique. Et bah, je trouve que l'histoire d'amour en elle-même, elle manque quand même d'un petit grain de folie parfois,
et on a quand même un scénario qui se dessine et qui est très, «Je t'aime, moi non plus», avec des petites crises de jalousie et des choses qui sont assez redondantes et en toute honnêteté, je pense qu'il y a certaines scènes dont on aurait pu se passer assez facilement parce que ça n'apporte pas grand-chose au récit. Voilà. Petit warning, si vous n'aimez pas, les scènes explicites, passez votre chemin, c'est bien indiqué, hein, sur la version Hugo Poche, c'est un roman, c'est de la new romance clairement et vous avez ici, la petite indication, je sais pas si vous verrez. Mais voilà, pour vous dire quand même que c'est relativement pimenté. Il y a quelques scènes explicites, il y aura pas non plus à toutes les pages, mais il y en a quand même pas mal. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que, c'était très rafraîchissant comme lecture. On est sur une histoire, qui se lit très bien, avec une plume très drôle, avec une plume que j'ai envie de retrouver, donc je pense que je vais suivre avec, attention, tout ce que Émilie Parizeau a pu publier jusqu'ici. Je me suis pas trop renseignée, mais en tout cas, ça me donne envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'autrice. Deuxième comédie romantique de Noël que j'ai eu l'occasion de lire cette année, c'est le troisième tome d'une trilogie. Il s'agit de Noël en péril à Santal et deux sapins de Karen Ponte. Donc pour vous faire un rapide résumé de mon historique avec cette trilogie, c'est assez particulier. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui s'intitule Vous faites quoi pour Noël, que j'avais trouvé très prometteur avec la touche humoristique de Karen Ponte qui était vraiment très présente dans ce roman, qu'on apprécie beaucoup. Et j'avais trouvé que c'était très frais comme lecture et que ça se lisait très bien. Donc j'avoue que j'attendais un petit peu, enfin j'en attendais pas mal sur la suite parce que j'avais beaucoup aimé le premier. J'ai donc lu il y a une quinzaine de jours Vous faites quoi pour Noël? On se marie, qui est donc le deuxième tome. Je ne m'appesantis pas sur ce deuxième tome parce que je vous en ai déjà longuement parlé dans le carnet de lecture 91. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais sachez qu'en tout cas ça a été une belle déception ce deuxième tome. Et donc j'appréhendais beaucoup de lire ce troisième tome parce que si il était sur le même mood que le deuxième, clairement je savais que ça n'allait pas le faire. Donc j'appréhendais pas mal. Finalement j'ai été assez surprise parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu mieux que le deuxième tome. Alors il n'est pas à la hauteur du premier non plus, mais ça reste quand même une lecture plutôt sympathique, qui m'a moins fait lever les yeux au ciel que le premier. Donc dans ce troisième tome, on retrouve les personnages principaux de la trilogie qui sont Pauline et David. Et donc ils reviennent pour Noël à Santal et Deux Sapins, qui est la ville natale de David. Et donc à Santal et Deux Sapins, rien ne va plus puisque un industriel décide de racheter la fabrique de boîtes à musique qui est à vendre et il veut en faire une industrie agroalimentaire spécialisée dans les tartinables de Noël. Ça a l'air particulièrement dégoûtant quand on lit les descriptions qu'en fait Karen Ponte. Et donc les habitants de Santa, les deux sapins, décident de se serrer les coudes et de réunir la somme demandée par l'industriel pour pouvoir en être débarrassés et garder quand même leur fabrique de boîtes à musique. Donc toute la famille de David, et dont David et Pauline bien sûr, vont redoubler d'imagination et d'invention, pour récolter des fonds et c'est plutôt drôle. Alors, ça reste quand même de l'humour pas très fin, hein, on est toujours sur de l'humour assez lourd à mon sens. Ça reste quand même moins lourd que dans le deuxième tome, il y a moins de redondance, moins de rappel à ce qui a pu se passer dans le premier tome, parce que moi c'était vraiment ce qui m'avait un petit peu gonflé dans le deuxième tome, c'est qu'on avait toujours des rappels à des scènes du premier, c'était presque à toutes les pages, hein, ou à tous les chapitres et à un moment, bon, on sait ce qui s'est passé dans le premier, donc ça sert à rien de nous le rabâcher tout le temps. Là, on l'avait un petit peu moins dans celui-ci, ce côté redondant, donc ça m'a permis de passer un moment un petit peu plus agréable. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent dans ce tome-là, qu'on n'avait pas dans les tomes précédents et qui viennent apporter des thématiques plus profondes. Alors,
relativisons les choses, hein, on est sur des thématiques plus profondes certes, mais ce n'est pas non plus, très approfondi pour le coup, parce qu'on reste sur un livre qui, comme vous pouvez le voir, est très, très court. Il fait 200 pages, hein, je crois. C'est ça, il fait, 220 pages, donc bon, ça peut pas être très approfondi, mais les thématiques ont le mérite d'exister et ont le mérite, d'être mises sur le devant de la scène. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Même si c'est pas très approfondi, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on demande dans une comédie de Noël, donc bon, c'est plutôt, c'était plutôt intéressant. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur une lecture plutôt en demi-teinte, on n'est pas sur un franc succès, mais on n'est pas non plus sur la grosse déception que j'ai pu avoir sur le deuxième tome. Je trouve que, on s'en sort pas trop mal, et que, c'est quand même mieux de finir là-dessus que sur le deuxième, hein, clairement. Après, ce sera pas la trilogie du siècle pour moi, en toute honnêteté, j'aurais tendance à vous conseiller de lire uniquement le premier, parce que c'est vraiment le premier qui vaut le coup, les 2 autres après sont, à mon sens en tout cas bien sûr, hein, encore une fois c'est un avis purement personnel, un petit peu en trop. Troisième et dernière comédie romantique que je voulais vous présenter pour cette update lecture, c'est donc Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. Juliette Bonté est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai découvert il y a 2 ans de ça, sa comédie romantique de Noël qui était Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite, et pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur. Franchement, c'est une comédie romantique de Noël que je recommande encore et encore, pour les 24 et 25 décembre, parce que pour moi, c'est une des meilleures. Franchement, ça fait partie de mes incontournables, donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion de lire Promis, on reste amis de cette même autrice, qui est une comédie romantique plutôt hivernale, comédie romantique qui est également beaucoup basée sur l'amitié. Et ça avait été une lecture très rafraîchissante avec des personnages hauts en couleur que j'avais trouvé très très bien écrite, et j'avais passé un excellent moment avec cette lecture. C'est donc pour ça que je n'étais pas très enfin, je m'attendais à apprécier ce roman parce que j'aime beaucoup ce que fait Juliette Bonté. Donc, Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, c'est une comédie romantique hivernale que j'ai particulièrement appréciée, dans laquelle on retrouve les personnages, on fait la connaissance des personnages de Ali. Donc Ali, c'est une jeune femme passionnée de pâtisserie qui travaille dans un café à Manhattan et qui est un petit peu coincée dans une relation un peu particulière avec son amoureux, puisque son amoureux est un homme d'affaires particulièrement occupé, qui est architecte et qui fait passer son travail avant sa compagne, hein, clairement. Et donc elle est toujours un peu laissée pour compte à chaque fois. Mais malgré tout, elle est amoureuse, donc elle reste dans cette relation et rien ne pourra vraiment l'en sortir. Sauf qu'elle va bien évidemment rencontrer Luc, qui est le deuxième personnage principal de cette histoire. Et donc, elle rencontre Luc par hasard. Leur rencontre est un petit peu, commence très mal puisqu'elle le menace avec une fourchette. Mais ils se rendent très vite compte qu'ils ont beaucoup de points communs, qu'ils s'apprécient énormément. Sauf que Alice rend compte aussi très très vite que Luc, c'est la seule personne qu'elle ne peut pas aimer tout simplement. Et donc, c'est pour ça que le roman s'appelle Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, parce qu'ils ne peuvent être que amis, clairement. 2 points que j'ai particulièrement aimés dans cette comédie romantique hivernale, c'est l'ambiance assez particulière de New York que l'on retrouve. L'ambiance de New York en hiver, vraiment, et ça m'a clairement donné envie d'aller passer le mois de janvier à New York. Parce que du coup, vous allez retrouver l'ambiance très caractéristique de New York, c'est-à-dire Central Park, la patinoire, la neige, les grandes avenues, tout ça. Et je trouve que ça apporte beaucoup de féerie au roman. Et le fait que ça se passe à New York, vraiment, c'est un gros gros plus. Et c'est l'un des points phares, entre guillemets, de cette comédie romantique hivernale. Donc ça a le mérite de nous créer une ambiance très immersive dans laquelle vraiment on se sent complètement plongé dès le début. Mais je trouve que c'est une des forces de Juliette Bonté, puisque dans sa comédie romantique de Noël, Tu fais quoi pour Noël, je t'évite, une partie de l'intrigue se passe en Laponie, et j'avais trouvé que l'ambiance était extrêmement immersive là encore.
Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve ici et c'est très, très bien fait. Autre point positif de ce roman, ce sont les personnages qui sont des personnages hauts en couleur, que ce soit Ali ou Luc, les 2 personnages principaux, ce sont des personnages qui ont des caractères, bien trempés, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, et je trouve que leur duo fonctionne très bien. En fait, ça matche très bien. Donc du coup, on a très envie de les suivre, on a très, très envie de les voir, tomber amoureux. Bon, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est ce qui se passe, hein, sans spoil parce que bon, on le sait, c'est une comédie romantique, donc voilà. Mais on est sur un trope Friends to Lovers qui fonctionne, parfaitement bien, même si c'est pas le trope que je préfère en toute honnêteté. Ça n'empêche que ça fonctionne bien et le duo est extrêmement attachant. En revanche, 2 autres points qui font que cette lecture est un petit peu plus mitigée que les 2 autres que j'ai pu faire de l'autrice. Le premier point, c'est le nombre de scènes explicites. Alors, clairement, les scènes explicites, moi, ça ne me dérange pas dans les romans, dans la new romance et tout, ça ne me dérange absolument pas, à partir du moment où ça sert le récit et où il y a vraiment un intérêt pour le récit. Là, j'ai trouvé que la deuxième partie du roman était vraiment étouffée par les scènes explicites. Il y en a beaucoup et il y en a un peu trop qui, à mon sens, sont un petit peu inutiles puisqu'elles n'apportent rien de particulier au récit et ça m'a un petit peu dérangée. Voilà, donc si vous n'êtes pas fan des scènes explicites, sachez qu'il y en a quand même pas mal dedans, donc au moins vous le savez, enfin vous le savez et je préfère vous avertir parce que je trouve que c'est toujours un petit peu un petit peu pénible quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'aime pas un style particulier ou qu'on n'aime pas les scènes explicites ou ce genre de choses et qu'on ouvre un roman et qu'il y en a plein, bon ça peut être un petit peu agaçant. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Et l'autre point qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel, mais ça reste encore une fois un avis complètement personnel, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manichéisme dans ce livre. C'est-à-dire que, vous avez, certains personnages qui sont des personnages, gentils, trop gentils et vous avez certains personnages qui sont catégorisés comme, des méchants, très méchants, dès le début et en fait, plus, on avance dans l'histoire et plus ça empire et plus ils sont méchants. Et il y a pas trop de juste mesure et il y a pas trop de rondeur en fait. C'est tout noir ou tout blanc et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu dommage parce qu'on aurait pu apporter un petit peu plus on aurait pu relativiser un petit peu plus les choses et le parti pris, ça a été de dire: «OK, on est à fond dans le manichéisme et donc on a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre». Ça reste une comédie romantique hivernale, c'est pas non plus un drame, mais c'est vrai qu'il y a eu deux trois passages où je me suis dit: c'est un petit peu facile quand même». Voilà. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que je ne voudrais pas vous spoiler, toute l'histoire. Ça n'empêche que, ça reste quand même une très belle comédie romantique hivernale que je vous recommande et je vous recommande surtout, si vous n'avez pas encore découvert Juliette Ponty, de lire les autres romans que j'ai pu lire les années précédentes, c'est-à-dire Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite et Promis, on reste amis. Passons maintenant aux 2 romans historiques dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un roman que j'ai pu découvrir grâce à la masse critique de Babelio et grâce à Charleston. Il s'agit de La liberté est une île lointaine de Eleanor Shearer. C'est un roman qui se passe en 1834 dans les Caraïbes et on fait la connaissance de Rachel, une esclave dans une plantation qui va profiter de l'abolition de l'esclavage pour s'enfuir et partir à la recherche de ses 5 enfants qui lui ont été arrachés des années plus tôt. On est sur un roman qui est extrêmement poétique, qui est d'une finesse et d'une délicatesse rare. On est sur un roman qui tire un peu vers le nature writing. La nature a une importance primordiale dans ce livre. L'autrice nous propose des descriptions incroyables de la Barbade, des Caraïbes, de la Guyane anglaise et ça apporte au récit une finesse et une douceur inattendues qui vient vraiment trancher avec la violence, la violence du contexte historique hein, qui est celui de l'abolition de l'esclavage et c'est extrêmement bien fait. Rachel est un personnage extrêmement touchant, extrêmement poignant et émouvant.
et elle nous est représentée comme étant une mère avant tout et c'est la maternité, hein, qui est le fil conducteur de ce roman et la maternité, elle est abordée de la façon la plus bestiale et primitive qui existe. C'est-à-dire que Rachel, elle a un besoin vital de retrouver ses 5 enfants qui lui ont été arrachés et c'est d'une beauté, mais d'une beauté absolue, vraiment. Ça fait froid dans le dos, ça nous donne des frissons et on sent ce lien maternel qui est extrêmement bien décrit par l'autrice et ça donne des frissons tellement c'est incroyable. En ce qui concerne le contexte, on est sur une réalité historique qui est extrêmement bien décrite. On sent vraiment que l'autrice a fait des recherches incroyables sur la période de l'abolition de l'esclavage, sur tout ce qui a pu se passer dans les Caraïbes, en Guyane anglaise également. Enfin vraiment, on sent qu'elle maîtrise très très bien cette partie géographique, mais également cette partie historique et les recherches, elles sont incroyables. Enfin, on sent que c'est vraiment très bien fait. Très bien ficelé du début à la fin. C'est un roman qui ne sera pour autant pas un coup de cœur pour moi, parce qu'on est sur un roman très contemplatif et ce n'est pas ce que je préfère honnêtement. Le fait qu'on soit sur un roman très contemplatif et très poétique, ça vient ralentir le rythme, donc on est sur un rythme très lent et ce ne sont pas les romans historiques que je préfère, les romans historiques très lents comme ça. Ça n'empêche que je ne peux que souligner la beauté exceptionnelle de ce roman et la richesse des recherches, la richesse du lien maternel aussi que l'on retrouve, la richesse des descriptions, enfin c'est extrêmement bien fait. Si vous aimez les romans historiques, si la période de l'abolition de l'esclavage vous intéresse et que vous avez envie de lire quelque chose qui est traité de façon très différente de ce qu'on peut voir jusqu'ici, parce que des romans sur l'abolition de l'esclavage et sur l'esclavagisme, moi j'en ai lu un petit paquet maintenant, et vraiment c'est la première fois que je lis un roman qui l'aborde de cette façon. C'est extrêmement original et c'est un roman qui mérite grandement d'être lu par le plus grand nombre. Et pour finir, le dernier roman historique dont je voulais vous parler, c'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti, que j'ai eu l'occasion d'écouter à l'audio grâce à Ned Gallet et à Audiolib, que je remercie infiniment parce que ça a été une très très chouette découverte. Là, les 2 romans historiques dont je vous parle aujourd'hui, ce sont 2 romans historiques que j'ai adoré découvrir. Dans L'inconnu du portrait, on est sur un roman très original puisque vous avez 3 temporalités différentes. Vous avez d'abord une partie du roman qui se passe entre les années 1910 et 1920 à Vienne, où on fait notamment la connaissance de Martha, qui est une jeune femme mère célibataire qui peine vraiment à joindre les 2 bouts et qui a du mal à élever son fils convenablement. Vous avez également une partie du récit qui se passe pendant la période du krach boursier à New York, où on retrouve le jeune Isidore qui est un cireur de chaussures et qui va profiter de cette période du krach boursier pour prendre pas mal de conseils de placement financier auprès de ses clients. Et pour finir, vous avez une 3e temporalité qui se passe plutôt dans les années 1980 au Texas, où on fait la connaissance de Michelle, une prostituée qui va se battre pour imposer un test ADN à l'un de ses clients afin qu'on puisse reconnaître la paternité de sa fille, enfin en tout cas la paternité par rapport à sa fille Pearl. Donc voilà, ce sont 3 temporalités qui, de prime abord, n'ont strictement rien à voir, mais on va vite se rendre compte, bien évidemment, que des liens peuvent être faits entre ces 3 temporalités. On est sur une construction narrative extrêmement intelligente, puisque alors c'est un côté très déroutant, mais vous n'avez pas de rappel, en fait, à chaque début de chapitre ou autre, de la temporalité dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, c'est fait de façon à ce que le lecteur puisse lui-même comprendre les liens qui sont tissés entre les différentes époques. Donc c'est extrêmement intelligent. Sauf que à l'audio, c'est assez compliqué, vous l'imaginez bien. Je pense que, en toute honnêteté, ça passe beaucoup mieux en version papier. À l'audio, quand on n'est pas hyper concentré, quand on fait autre chose en même temps, moi je vous avoue que j'ai été vite un peu dépassée. Il a fallu que je revienne un petit peu en arrière 1 ou 2 fois pour bien comprendre ce qui se passait parce que cette construction narrative, quoique très intelligente, est assez déroutante quand même. On
est sur une histoire qui est inventée de toutes pièces par Camille de Peretti. Donc en fait, toute l'intrigue est basée sur le tableau, le portrait d'une dame qui a été peint par Klimt, en 1910 et qui a été ensuite remanié en 1917, je crois. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement intelligent puisque toute l'intrigue est inventée, mais c'est une intrigue qui est extrêmement bien ficelée, qui tient très, très bien la route et et c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment assez fou. On va de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement et ça ne s'arrête jamais. On découvre le fin mot de l'histoire à la toute fin du roman et donc ça, c'est vraiment très, très, très bien fait et très original. Les personnages sont très bien travaillés, on est très, très loin du manichéisme que l'on peut retrouver dans certains romans historiques. Là, pour le coup, les personnages ne sont pas, tout blancs ou tout noirs. On a vraiment des personnages que l'on va, comprendre, apprécier, aimer dans la première partie du roman et que l'on va détester dans la dernière partie du roman. Donc on est vraiment sur des choses très bien imaginées en termes de psychologie des personnages. Camille de Peretti, elle accorde beaucoup de soin à décrire leur caractère et à décrire leur façon d'être et ça rend les personnages très très humains et ça apporte beaucoup de réalisme au récit finalement. L'inconnu du portrait est une histoire mystérieuse et envoûtante que j'ai adoré découvrir. Si j'ai quand même un petit conseil à vous donner, je vous conseillerais plutôt de le lire en version papier parce que vous serez peut-être moins perdu. Moi j'avoue que j'ai été quand même parfois un peu perdue par ce qui se passait et c'est un peu dommage. Donc je vous conseille plutôt de le lire en version papier. Après, sachez que sur la version audio qui est proposée par Audiolib, vous avez à la fin une interview exclusive de l'autrice et je l'ai écoutée, on apprend énormément de choses et c'est très très intéressant aussi. Donc si vous avez la possibilité de lire la version papier et ensuite de vous procurer l'audio pour au moins pouvoir écouter l'interview finale, je pense que ça vaut le coup et vous aurez fait un beau tour de tout ce que peut proposer Camille de Peretti avec cette histoire. On arrive à la fin de cette update lecture. J'espère que les romans que je vous ai présentés vous plairont. J'espère que vous pourrez piocher quelques petites comédies romantiques pour ce mois de décembre dans cette sélection et que vous noterez les romans historiques qui sont deux romans historiques à mon sens qu'il faut absolument lire parce que on est sur deux jolies pépites et je suis ravie de finir l'année sur ces très très belle découverte, donc n'hésitez pas à les noter. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!